Salut, c'est Alexis et vous écoutez le podcast de Contournement sur les technologies no-code. Chaque semaine, on part à la rencontre des personnes les plus intéressantes dont les projets vous feront découvrir toujours un peu plus sur cet écosystème en plein essor. Dans cet épisode, j'échange avec Alex Petit-Chouraki et Mathieu Thirou qui travaillent dans la startup française Tiller. C'est l'occasion de découvrir les usages no-code d'une entreprise en pleine croissance. Allez, c'est parti. Bonjour Alex et Mathieu, bienvenue sur le podcast de Contournement. Merci de prendre un peu de temps pour répondre à mes questions et nous permettre de rentrer un peu dans les coulisses de Tiller dont vous faites tous les deux partie. Alors en fait, ça a commencé quand j'ai vu que Pierre, le CEO de Tiller, était sur le Slack de No-Code France. Je lui ai envoyé un petit message forcément dès que je l'ai vu pour savoir s'il y avait du no-code chez Tiller. Je demande toujours ça, j'aime bien savoir les boîtes et les startups qui utilisent des outils no-code. Il m'a répondu direct qu'il y aurait plein de choses passionnantes à raconter, mais que ça serait plutôt vous. Voilà, qui aurait à les raconter, m'a redirigé vers vous tout de suite, donc vous deux, et donc il a précisé d'ailleurs que vous étiez des gens de grande qualité dont je devais prendre soin, donc c'est ce que je vais essayer de faire de mon mieux. Voilà, donc on a une petite heure devant nous pour que vous me racontiez un petit peu tout sur les ops de Tiller, que je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien que vous vous présentiez, donc si on peut commencer par Alex par exemple. Ok, enchanté, moi c'est Alex, donc j'ai commencé chez Tiller il y a un peu plus de 2 ans en tant que Sales Ops. Et puis, quelques mois après, j'ai rejoint l'équipe opération, donc l'équipe de Pierre et de Matt et de notre collègue qu'on a actuellement, pour monter un projet qui a été la refonte de tous nos outils en interne. Et donc voilà à peu près mon parcours chez Tiller. Ça marche. Et toi, Mathieu ? Du coup, moi, c'est Mathieu. Je suis en charge de l'équipe de Business Operations de Tiller. Ça fait à peu près 5 ans que maintenant je bosse chez Tiller. J'ai commencé en tant que CSM. Donc, à l'époque, on n'était pas beaucoup. La boîte a pas mal évolué. Moi, j'ai pu évoluer avec la boîte. Et du coup, aujourd'hui, moi, je suis basé dans les bureaux de Barcelone. On a 3 bureaux. Mais je bosse beaucoup avec toute mon équipe qui est à Paris, et notamment avec Alex. Ok. Alors juste pour avant de rentrer vraiment dans le détail, déjà comprendre ce que c'est Tiller, parce que s'il y a des gens qui connaissent pas, même si vous avez une belle startup bien en vue, on va dire, de l'écosystème, juste j'aimerais bien comprendre un petit peu votre parcours. Ça m'intéresse toujours de savoir les gens qui aujourd'hui utilisent des outils no-code, d'où est-ce qu'ils viennent de la tech, est-ce qu'ils viennent du business, est-ce qu'ils viennent du marketing. Donc voilà, si vous pouvez me dire peut-être, Alex, on va refaire le même ordre. Ça me va. Moi, comment je suis arrivé en no-code, on va dire que c'est certainement pas par mon parcours scolaire. J'ai fait une école de commerce classique, donc a priori pas de sujet là-dessus. Par contre, j'ai toujours été un peu geek dans l'âme, on va dire. J'ai toujours bien aimé. J'ai toujours été un peu malheureusement ou pas, mais qui dépannait toute la famille en informatique. Quoi. Et donc c'est toujours quelque chose que j'ai bien kiffé. Découvrir des outils, j'adore ça. Je contemple certains outils. Je sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais en tout cas moi c'est le cas. Donc assez naturellement dans l'équipe opération, quand on a commencé à introduire un peu de no-code, je me suis vraiment lancé à fond dedans. Et aujourd'hui je m'en sers tous les jours, que ce soit chez Tiller ou aussi personnellement sur des projets à côté pour moi, pour d'autres personnes, etc. Donc, voilà. Ok, super. Et toi, Mathieu ? Du coup, moi, de mon côté, c'est un peu pareil. Moi, j'ai fait une école de commerce aussi à Lille. Donc, j'étais pas vraiment dans tout ce qui est tech. C'est plus au fur et à mesure, en bossant sur les projets dans les startups, etc., que je me suis pas mal rapproché de tout ce qui était tech. Moi, de base, j'aimais beaucoup tout ce qui était fichier Excel et toutes ces formules, ces petits raccourcis qu'on peut mettre à gauche, à droite. Et donc, en fait, au fur et à mesure, ça m'a entraîné plutôt vers la configuration de CRM. Et de là, après, à se rapprocher sur des automatisations entre les softwares et du coup, de se rapprocher du no-code. Ok. Et alors, est-ce que vous pouvez un de vous deux, je sais pas qui sera le plus à même de faire ça, présenter un peu Tiller, du coup, vraiment l'activité de Tiller après, avant qu'on rentre un peu dans les coulisses. Je t'en prie, Matt. Ouais, allez, je me jette. Je sentais que t'attendais que ce soit moi. Du coup, Tiller, c'est une startup qui est française, qui a 7 ans maintenant. Donc, on a des bureaux à Paris, Milan et Barcelone. Tiller, on fait un écosystème pour les restaurateurs. Donc,
de base, nous, on a un outil qui sert de caisse enregistreuse pour les restos, qui est vendu sur iPad. Mais l'idée, c'est d'aller beaucoup plus loin, de proposer un système entier qui permet aux restaurateurs d'avoir accès à tout ce dont ils ont besoin. Donc, on va bosser avec pas mal de partenaires pour vraiment leur proposer d'avoir tout leur cœur de métier au même endroit. Donc, c'est une boîte qui a évolué très rapidement. On est rentré sur pas mal de nouveaux marchés en France, à l'étranger. Voilà. Je sais pas si tu as d'autres questions plus en détail par rapport à ça. Est-ce que c'est plus par curiosité, quel a été l'impact un peu là de l'année 2020 sur votre activité? Alors, l'échelle générale peut-être, puis après même un peu vous après pour rentrer dans le détail des ops. C'est sûr que ça a été une année compliquée. Hein. Nous, nos clients étaient très impactés sur 3 marchés qui ont été énormément impactés: France, Espagne, Italie. Donc on a eu assez peur. Au final, c'est pas trop par quel miracle, mais on a réussi quand même à continuer à pas mal vendre. Je pense qu'on a eu la chance d'avoir pas mal de restaurateurs qui essaient de s'organiser pour les mois à venir. On a eu beaucoup de partenaires qui nous ont fait confiance aussi et qui nous ont permis de nous accompagner au mieux. Donc ça nous a permis de pouvoir continuer à avoir nos opérations qui ont continué. Au niveau business et au niveau nous plutôt business operations, c'était intéressant parce que on a pu prendre un peu plus le temps de bosser sur nos process internes, d'organiser au mieux notre boîte pour être justement le plus efficace possible avec un contexte qui n'était pas forcément facile et en ayant besoin d'être le plus réactif possible aussi. Donc c'était un beau challenge, mais ça nous a permis de prendre un peu de recul et de se focaliser là-dessus. Et aujourd'hui, on a pu voir que on a eu peut-être un peu une partie de chance, mais en tout cas, ça a bien marché. C'est intéressant comment justement le fait des fois d'avoir l'activité qui ralentit un peu. Alors, si ça ralentit trop, c'est problématique, mais peut permettre de prendre le temps, de se poser un peu et de faire des choses qu'on avait prévues depuis longtemps, des chantiers un peu productivité, j'ai envie de dire, des choses comme ça, et vraiment positionner, et arrêter de continuer à faire des choses un peu mal qu'on faisait avant, mais qu'on pouvait pas changer parce qu'on n'avait pas le temps de se poser un peu, de mettre en place le bon outil, le bon truc. Ça, je pense que c'est une vraie problématique autour des outils no-code et de leur mise en place. J'ai envie de dire, des fois, nous, on voit des boîtes, elles veulent pas changer, elles veeux pas passer de Excel à Airtable parce que, ils ont déjà tout sur Excel. Et la transition, les blocs, alors que bon, je dis c'est un investissement en temps, mais derrière, tu as gagné tellement de temps que c'est rentable, quoi. On a profité un peu effectivement de tout ça, et puis nous on a eu c'est un peu effectivement le paradoxe là de l'équipe opération, c'est que même si comme l'activité se calme un petit peu, on a moins d'interaction avec nos utilisateurs en interne, donc ça nous a dégagé plus de temps pour nous concentrer sur des grandes périodes sur des projets. Donc finalement nous notre productivité elle a augmenté en fait. Et puis le côté remote a pas trop posé de problème parce que comme t'as dit Matt au début, lui il a toujours été en Espagne et notre développeur il est à Bordeaux. Donc en fait on a toujours été habitué, tu vois, à échanger à distance et à se forcer à avoir un peu une rigueur d'échange par écrit, etc. Tu vois. Ça fait une grande différence, je pense. Les boîtes qui avaient déjà du remote assez important, enfin au moins cette culture, soit ça soit complet, mais au moins savoir cette culture, je pense, était beaucoup mieux préparé à aborder le mois de mars l'année dernière que les gens qui ont dû s'y mettre dans l'urgence et dans le stress déjà causé par la situation. En plus, nous, d'anecdote, on était en train de bosser. Ça faisait 3 mois que les RH et le CSE bossaient sur une charte télétravail. On allait mettre tout ça en place. Donc le sujet avait déjà été bien réfléchi chez Tiller. On a été forcé de l'accélérer, mais donc, des fois c'est pas mal déjà aussi, justement. Faire, tu vois, des choses qui auraient des discussions, peut-être que ce serait un peu éternisé. Au moins là, le plan, il faut l'appliquer tout de suite. Exactement. Et je pense que même dans un contexte plus général, par rapport à des projets qu'on avait besoin de mettre en place, alors effectivement, comme disait Alex, on avait pu avoir un peu plus de temps et être plus réactif par rapport à ça, mais aussi pas mal de nouveaux projets qui ont été priorisés, ce qui est un peu le projet du CSE pour le Workatom, mais aussi des projets en interne sur mettre en place plus rapidement des partenariats ou des choses comme ça, sur lesquels nous on a été impactés, on a bossé. Et du coup, en fait, toute cette partie de confinement, elle nous a permis, nous a poussé aussi à mettre en place plus rapidement d'autres projets. Donc, c'était aussi challenging sur cette partie-là. Et alors justement, avant d'arriver à là, peut-être, est-ce que un de vous deux, peut-être Mathieu, vu que c'est toi qui est là depuis le plus longtemps, m'expliquer un petit peu comment a débuté le no-code chez Tiller, quels sont les premiers usages, un peu peut-être les premiers outils, et puis après comment ça s'est structuré peut-être un peu là dans les 2 dernières années, et le rôle vraiment de votre équipe. Ouais, pas de souci. Alors
Chez Tila, ouais, et donc moi j'ai eu la chance de voir l'évolution sur pas mal d'années, sur toute la partie CRM, toute la partie données qu'on a eu par rapport à l'utilisation des utilisateurs internes. Euh, au début, on faisait pas du tout de no code. On était vraiment sur la structuration de logiciels pour nos utilisateurs. Donc c'était vraiment la construction du CRM pour la partie sales, pour la partie CSM. Et au fur et à mesure, on est rentré dans des nouvelles problématiques. L'équipe de business operation a pas mal évolué. Avant, au tout début, quand on a commencé à la monter, on s'est beaucoup rapproché de la partie growth et acquisition. Donc on était 4 à bosser là-dessus. Et donc en fait, on avait joint nos deux équipes parce qu'on avait des objectifs assez similaires de travailler sur tout le pipe d'acquisition client. Et c'est la partie plutôt growth qui a commencé à faire du no-code, qui a commencé avec Zapier à faire quelques automatisations par-ci par-là. C'est assez classique, que ce soit ce genre d'équipe qui commence. Donc c'est eux qui ont apporté ça. Après, bon, on a fait réévoluer notre équipe de business operation et c'est nous qui avons plus pris la main dessus. Et là, on a commencé à le pousser de plus en plus. Alors, nous, il y a 1 an et demi, on a bossé sur un gros projet de refonte entière de tous nos systèmes internes pour tout remettre à plat et recommencer sur des bonnes bases. C'était un travail titanesque sur lequel on a bossé pendant 1 an et demi à plusieurs. Et une fois que ça tournait à peu près, là, on s'est vraiment poussé sur nos codes pour aller plus loin, pour apporter de la qualité, du confort de travail en plus à nos utilisateurs. Pour remplir plus facilement des bases de données, quoi. Quand il y a un utilisateur qui doit remplir 150 champs sur un CRM, c'est toujours un peu compliqué. Alors là, ça nous a permis de donner des trams, ça nous a permis d'aller plus loin dans les automatisations qu'on propose avec d'autres logiciels et vraiment de gagner en efficacité là où on avait besoin au fur et à mesure. Donc, en fait, au début, on a vraiment construit la base et après, on est allé de plus en plus loin dans le détail. Pardon. Ok. Est-ce que justement tu peux expliquer pour les gens qui connaîtraient pas, moi c'est même pas, je suis pas forcément hyper familier non plus avec ça, vraiment en quoi ça consiste les business operations? Parce que en fait je trouve ça intéressant parce qu'on a de plus en plus en fait maintenant j'ai l'impression qu'un peu tous les métiers ont des ops quoi, enfin des operations ou opérations, je sais pas comment. Tu vois, moi je viens de la tech, hein, donc j'ai vu vraiment le métier de DevOps se développer, donc vraiment les opérations liées au développement, enfin quelque chose qui est un peu après t'as les SysOps et après tu vois j'ai même entendu parler de Design Ops il y a pas très longtemps, des gens qui mettent en place les outils pour des équipes de design. Et donc est-ce que tu peux expliquer un peu plus ce que c'est vraiment le côté business opération et qui sont vos utilisateurs aussi? Ouais, alors c'est vrai que c'est un métier qui est assez nouveau. On voit un grand boom en ce moment. Il y a pas mal de regroupements qui se font sur LinkedIn entre nous, entre ces gens-là, pour justement comparer comment on fonctionne un peu tous. Les boîtes ont des visions un peu différentes du business operation, mais chez nous en tout cas, on a essayé de monter une équipe qui soit très transversale par rapport aux autres équipes. Donc nous, on va travailler sur le pipe qu'on appelle le lead to cash. Donc c'est vraiment tout ce qui est en interne, qui ne fait pas face aux produits directement. Et donc ça va être tout le pipe d'acquisition, de sales, de CSM, de customer care, de finance. Et en gros, c'est comment s'assurer que tous les process internes soient le plus efficaces possible. C'est faciliter la vie de l'utilisateur final. Alors nous, notre utilisateur final, c'est qui ? C'est l'employé de Tila qui travaille sur cette partie du pipe. Donc ça va être nos sales reps, ça va être nos agents du customer care, etc. Et donc l'idée, c'est vraiment de travailler en transversal sur une série de projets pour optimiser tout ce pipe, optimiser le confort des utilisateurs et aussi sourcer le plus possible de projets sur lesquels on voit qu'on pourrait avoir un impact. Donc on travaille aussi très très près de la vision du COMEX pour implémenter toutes leurs idées et s'assurer qu'on aille tous ensemble dans la même direction et optimiser tout ça. Je trouve ça hyper intéressant, tu vois, de vraiment quand on pense aux idées que il va y avoir des gens dans la boîte qui vont être dédiés à faire en place que les autres membres, d'un département vont tout avoir, tout ce qui est les outils, les process, le mieux rodé possible. Enfin, c'est hyper intéressant, c'est quelque chose qui est vraiment nouveau, quoi, de se dire qu'il y a tu vois, une partie de la boîte va bosser pour l'autre partie, faire en sorte que cette autre partie puisse bosser du mieux qu'elle peut, quoi. Ouais, puis l'objectif, c'est en plus de permettre quelqu'un qui a son métier je sais, j'ai n'importe quoi, mais disons en finance ou en compta, je pense qu'il est pas venu pour faire des copier-coller de trucs. Enfin, tu vois, le but, c'est toutes les tâches qui ont aucune valeur ajoutée, que ce soit pour la boîte ou pour la personne, c'est essayer de dégager tout ça, quoi, de l'automatiser, de l'améliorer. Et donc l'utilisateur final, lui, il va faire que des trucs à la limite qui sont son métier. Et la boîte ne va pas payer des personnes pour faire
des choses qu'on peut rendre automatiques, quoi. Ouais, non, clairement. Et alors, est-ce que, pour rentrer un peu justement plus dans le concret, peut-être que Alex, justement, tu peux nous donner un peu quelques exemples de choses justement d'automatisation que vous faites pour éviter à vos sales, etc. Enfin, tu vois un peu ce que t'expliquais, de quelques exemples concrets. Ouais, donc on peut prendre très très rapidement revenir dessus sur la partie acquisition où bon voilà, c'est assez classique, mais on a créé du coup un typeform de qualification qui va permettre non seulement de guider l'utilisateur dans sa partie de qualification du lead, mais aussi de simplement en passant étape par étape, question par question, en répondant, il clique sur un bouton à la fin, il valide, et donc là on va tout de suite assigner le lead au bon commercial, créer le rendez-vous, inviter le prospect en fonction de certains critères, mais bref, sur le meeting, et créer le rendez-vous chez le commercial. Donc ça, c'est pour la partie acquisition de ce qu'on automatise. Est-ce que, juste par curiosité, est-ce que tu sais comment ça, ce process-là, par exemple, en particulier, il se passait avant, tu vois? Alors, Matt saura mieux te répondre parce qu'il était là plus en amont, mais vas-y, je te laisse. Ouais, c'était assez chaotique. On avait aussi un gros problème d'alignement avec les réponses de chacun de nos, on appelle ça des LDR, donc c'est les personnes qui font la qualification pour la prise de rendez-vous. C'était un gros problème, chacun téléphonait, ils avaient leur liste de leads et ils suivaient un peu leur propre process, donc posaient leurs questions. On avait aussi une disparité dans les données qu'on pouvait récupérer dans le discours, etc. Et après, ils remplissaient tout ça à la main directement dans le CRM. Donc on a aussi une probabilité il y a une marge d'erreur humaine qui est toujours existante, qui fait qu'on avait pas mal d'erreurs aussi. C'est intéressant, on voit tout de suite sur un exemple comment tu simplifies la vie de ces gens, des LDR, et en même temps tu apportes de la solidité entre guillemets au process, tu récupères des données de meilleure qualité. Enfin, c'est vraiment, c'est gagnant-gagnant, c'est un peu un cliché, mais c'est assez étonnant, quoi. Et là, pour faire justement le parallèle avec donc le no-code, tu pourrais me dire oui, mais donc vous auriez pu faire un développement custom, machin. Sauf que déjà depuis qu'on a lancé Corsair, le process il a déjà évolué 3 fois. Donc en fait, si tu passes par du dev 3 fois, ça veut dire tu payes 3 fois des devs, tu fais. Enfin bon, 3 fois plus de temps aussi. Le fait d'avoir fait un no-code, ça a été, on a été beaucoup plus rapide à le lancer, et aujourd'hui on est ultra flexible, même si le process commence à être assez lourd et assez chiadé. Donc forcément, dès que tu veux changer quelque chose, faut quand même c'est pas parce que c'est du no-code que tu peux tout péter, mais bon, on est quand même beaucoup plus flexible, tu vois. S'il y a besoin de faire évoluer, ça se fait, on peut le faire en interne à 1 ou 2 personnes sur un petit laps de temps. Il n'y a pas besoin de faire appel à un développeur, quoi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Petite question un peu précise, mais du coup, vous êtes quand même une société d'une certaine taille. Comme tu dis, tu peux pas tout péter à tout moment. Est-ce que vous avez un environnement de test, ou comment vous faites, tu vois, quand vous devez mettre à jour un process? Ouais, bien sûr. Quasiment, on va dire, celui qu'on utilise le plus, ça va être notre Salesforce, où on a un environnement de staging. On a même d'autres environnements de dev encore en amont, sur lesquels tu fais du déploiement. D'abord, tu passes par la dev. Ensuite, tu passes en staging pour faire les tests et faire à la limite la recette là côté BizOps justement. Et une fois que t'es prêt, tu fais ton déploiement en prod. Et donc derrière ça, on a toute l'architecture de Tiller, en tout cas côté opération, qui va aussi avoir un environnement de staging qui va suivre. Donc par exemple, on a monté quelque chose où là on est vraiment sur du dev, mais pour te faire la petite parenthèse, qui est notre workflow engine qui fait des échanges entre notre Salesforce, notre Stripe, etc. Donc tout ça a aussi un environnement de staging. Stripe qu'on utilise pour les paiements a aussi un environnement de test. Donc tu vois, on a un flow end-to-end, allez, à 90%. Notre flow end-to-end, il est également en environnement de test. Et donc ça nous permet que ce soit en code, avec du code ou sans code, le but c'est d'avoir une rigueur là-dessus et de passer toujours par la staging en amont. Et alors par exemple sur des outils un peu plus grand public, j'ai envie de dire comme Typeform, comment vous faites? Vous dupliquez des formulaires? Non, parce que justement ces outils-là qui vont plus être des choses où
comment dire, tu vas te faire ton truc dans Typeform et après tu vas le connecter à quelque chose via un webhook, tu vois. Ouais. T'as juste en fait à changer ton adresse du webhook à la fin. Au début tu le passes il est en phase de test. Une fois que tu l'as testé, tu rediriges ton webhook ou alors tu avais dupliqué, tu avais un webhook qui allait taper vers ta staging et l'autre vers ta prod et tu avais coupé celui de la prod, etc. Une fois qu'il est live, effectivement, tu vas me dire oui, mais du coup si tu fais une modification, c'est pris en prod. Oui, c'est le cas, c'est pour ça qu'on fait un peu plus attention. C'est effectivement une des limites de Typeform. Enfin, une limite, on va dire, c'est c'est le jeu avec Typeform. Si on voulait être ultra sécuritaire, être ultra sécure à ce niveau-là, on aurait pu aussi faire deux webhooks comme je t'ai dit et se dire que on coupait celui en prod, on vérifiait en staging si tout passait bien et on réactivait. Mais c'est pas assez complexe non plus pour se dire de faire ça, quoi. Mais tu vois, c'est vraiment un des trucs qui m'intéresse là dans cette discussion qu'on a ensemble, c'est que là, tu vois, on parle d'outils, tu vois, que des gens utilisent, qui sont très grand public, mais là on les voit utilisés dans un vrai contexte, tu vois, de start-up, tu vois, de production avec, vous savez, des dizaines de milliers d'utilisateurs, enfin, tu vois, et ça je trouve ça très intéressant parce que ça montre bien d'une part que ces outils sont quand même matures, que vous pouvez aussi utiliser, vous n'êtes pas obligé de faire que du Salesforce et du SAP, des trucs comme ça. Enfin, je suppose d'ailleurs vous faites pas du tout de SAP, mais en tout cas vous avez Salesforce. Ça suffit là. Mais tu vois, non mais ou pas que du dev, tu vois, vous n'êtes pas obligé non plus d'avoir des devs pour tout, et que par exemple pour la préqualification de vos leads, de vos prospects, un formulaire Typeform, il y a pas plus efficace, quoi. C'est clair. Mais après c'est important quand même la partie parce que tu dis l'utilisation qu'on en a qui peut paraître un peu, on va dire un peu pas plus pro, mais bon, t'as compris l'esprit. Ça, en tout cas, personnellement, je le dois plus, justement, aux devs et notamment aux devs avec qui on bosse au quotidien, ou alors aux devs qui ont bossé sur le projet, parce qu'ils étaient plus nombreux au début, quand au lancement, il y avait besoin de plus de monde, mais vraiment cette logique d'environnement, de dev, de staging, de variables d'environnement que tu utilises et que tu peux réutiliser entre tes flows, etc. Ça vient 100% du dev, j'avais vu 2-3 trucs d'ailleurs justement sur le Slack no code, je crois, que il y avait de plus en plus de devs qui se formaient au no code, et en fait c'est vrai que c'est pratiquement les plus légitimes pour ça, parce que t'as déjà la structure et l'esprit pour penser correctement et puis les bonnes pratiques, outils, les bonnes pratiques, etc. Toi justement d'ailleurs tu nous en parlais au début, mais tu dois être mieux placé que moi pour le savoir, mais et ça, je trouve ça top de s'inspirer quand même des devs, parce que ils font ça depuis plus longtemps que nous. Donc non, mais c'est bien de rendre hommage entre guillemets à ça. Mais tu vois, après c'est un peu ce que disait Mathieu, c'est-à-dire que ce métier de BizOps est très nouveau, et donc toutes ces choses-là que vous mettez en place, après vous allez les passer, tu vois, c'est-à-dire que elles vous sont venues peut-être des devs de votre équipe, et puis maintenant vous les avez mis en place, que ce métier se structure, cette activité, elle va se passer à des nouvelles générations, j'ai envie de dire, de BizOps, tu vois, peut-être je vais aller un peu plus loin, mais je pense que c'est comme ça que ça va se structurer. Mais non, c'est super intéressant. Nous, c'est vrai que dans la communauté, on voit beaucoup de no-codeurs qui, d'une part, travaillent seuls. Ça, c'est peut-être un des sujets aussi qui m'intéresserait de savoir, c'est comment vous travaillez à plusieurs, tu vois. C'est une autre question que le truc de production. Mais tu vois, il y a beaucoup de gens qui travaillent seuls, qui n'ont pas qui lancent leur projet, ils n'ont pas d'idée il faut faire un environnement pour tester, un environnement de production, tu vois. Tout le monde fait les modifs sur la prod, comme à la bonne époque du dev, tu vois, dans les années 90, c'était un peu la foire, mais donc voilà, petite digression. Ça vient en expérimentant, hein. Faut pas oublier que nous aussi on s'est planté au début quand on bossait sur nos premiers environnements, on a fait l'erreur de faire tout en prod, on s'est retrouvé dans ces situations-là. Et c'est en se crachant que t'apprends, hein. Donc c'est là aussi où on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on se rapproche, quoi. Donc il y avait des bonnes pratiques à prendre à gauche à droite, et notamment pas mal chez les devs, pour comprendre comment ça marche mieux. Et alors justement, j'évoquais un peu la question de comment vous travaillez à plusieurs. Tu vois, est-ce que quelles sont un peu vos méthodologies de travail au sein de l'équipe? Est-ce que, tu vois, pareil, un peu, en fait, finalement, est-ce que vous avez aussi un peu des choses qui viennent de l'agilité, peut-être qui ont été partagées par les développeurs? Voilà, ça c'est une question un petit peu plus générale, mais je suis assez curieux de voir comment, finalement, parce que on en revient aussi un peu après aux outils, quoi.
Alors nous, on s'inspire pas mal de l'agilité du produit. On a notre roadmap qu'on suit avec des projets qui sont définis le plus possible, pas forcément toujours énormément au début en tout cas. Et du coup, on se split les projets entre nous en fonction des connaissances techniques de chacun, aussi des projets, de voir qui est le plus intéressé par quel projet. Et ensuite, en fonction des besoins pour chacun des projets, là, on recoupe à plusieurs si besoin. Donc, par exemple, si Alex, aujourd'hui, il est sur tel ou X ou Y projet, il va avancer en partie seul dessus. Donc, on a toute une partie définition aussi qui est importante. Parce qu'il y a le côté technique de l'implémentation, mais on a aussi un gros côté business et compréhension des besoins. Et du coup, une fois qu'il avance sur son projet, là, il va le partager éventuellement avec une autre personne de l'équipe pour se faire un review, pour se faire challenger et pour faire une partie de test et d'implémentation. On essaie de pas mal s'inspirer du Lean aussi, donc la mise en place de quelque chose de rapide, en faisant des reviews, en réorientant le projet au fur et à mesure pour être le plus flexible possible. Et itérer, du coup, jusqu'à arriver, avoir récupéré le retour de l'utilisateur, itérer sur la solution. Exactement. Tout ça très rapidement. Ouais, c'est ça. Puis, Puis le fait d'être en équipe aussi, même si on va être chacun sur un projet à un certain moment. On le sait tous, il y a des moments où tu bloques, t'es trop t'as vraiment la tête dans le guidon parce que t'es à fond sur un projet depuis 2-3 jours. Et là, c'est hyper précieux de pouvoir partager à l'équipe qui connaît exactement tes problématiques, qui connaît ton projet, et qui va te réorienter sur la bonne direction ou te sortir un petit peu de ton moment de ton tourbillon infernal où tu n'arrives plus à rien. Ouais, on reste vachement connecté par rapport à tous les projets. Hein. Tout le monde est au courant des projets de tout le monde, même si c'est pas un projet sur lequel on est en train de bosser en ce moment. On connaît les problématiques exactes de chacun. En rentrant plus ou moins dans le détail, évidemment, mais on reste très au courant des projets de chacun. Et ça, comment vous faites ça concrètement? Est-ce que vous faites des stand-up? Est-ce que vous faites partager? Comment vous partagez quoi? On a 2 daily par jour, un écrit le midi, un à l'oral le soir. Où là, c'est vraiment un petit point rapide, comme un stand-up, hein, pour parler des actions de la journée, d'éventuels points de blocage. Et une fois par semaine, on a un weekly où là, on rentre plus dans le détail de nos projets et éventuellement si on a besoin d'aide ou pas. Après, moi, je passe aussi du temps une fois par semaine de suivi de projet avec chacune des personnes de l'équipe pour vraiment rentrer dans le détail de chacun des projets, voir les prochaines steps, là où il y a des blocages et prendre des actions si besoin. Ok. Et alors, ça fait pas mal de code. Ouais, mais c'est hyper important. Hein. Enfin, ça, c'est vraiment, s'il y a bien un truc que j'ai appris, surtout chez les développeurs, tu vois, qui sont quand même pas forcément les gens les plus expressifs et les plus communicants. Toute l'agilité, toutes les méthodes agiles, justement, les rituels, comme le stand-up meeting, etc., sont vraiment pour forcer à communiquer, quoi. Sinon, et plus il y en a, à mon avis, mieux c'est. Enfin, après, il faut être raisonnable aussi, sinon on passe son temps à communiquer, on produit rien, mais il y a un truc, mieux vaut trop que pas assez, je pense. Et alors, justement, un peu dans le même ordre d'idée, au niveau de comment est-ce que vous documentez pour partager, comment est-ce que vous documentez votre usage, tu vois, les process que vous mettez en place, les automatisations, un petit peu ces choses-là. C'est un sujet aussi qu'on aborde peu finalement dans la communauté no-code, et je suppose que vous devez faire plus que la plupart des gens là-dessus. Ça a bien évolué. Ouais, ça n'a pas toujours été notre point. On s'est beaucoup cherché. Je sais pas si on a trouvé encore, mais non, mais vas-y Matt, mais c'est qu'au début vous avez commencé. Ouais, on se fait. En fait, nous, il y a vraiment 2 parties. Hein. Il y a la partie technique et la partie business. Donc pour la partie business, c'est vraiment on dessine nos flows. On les dessine, on les partage, on les repartage jusqu'à s'assurer que tout le monde soit d'accord et on stocke tout. Donc vraiment pour avoir le flow d'aujourd'hui, le flow qu'on veut construire demain. Et pour les mises en prod, donc on travaille beaucoup par mail simplement parce que c'est un bon moyen de communication et on a aussi un wiki interne sur lequel on détaille le plus possible chacun des process et de la technique. Après, clairement, c'est pas là où on est les meilleurs. Qu'est-ce que vous utilisez comme outil, juste sur le wiki par exemple? On a un wiki de boîte qu'on utilise sur Confluence. Nous, on utilise pas mal Notion dans l'équipe, juste entre nous, pour communiquer un peu plus rapidement. Mais notre wiki officiel, il est sur Confluence. D'accord, ok. Et Alex, tu voulais dire quelque chose? Ouais, non, je voulais dire, on distingue, je croyais que c'était un point que tu allais donner, Matt, par rapport au côté technique versus business. Il y a aussi, on a aussi la partie, business dans l'équipe versus avec la boîte, tu vois. On distingue à chaque fois ce type de stockage et d'informations où quand on va lancer un nouveau projet,
on va faire une présentation, soit Google Slide, soit un enregistrement vidéo, soit un petit process par email, voilà. Mais donc on va distinguer aussi la partie où c'est plutôt côté formation, côté utilisateur final, de la partie process où on a juste besoin, nous en tant que équipe opération et entre nous, de savoir à terme du projet comment il fonctionne ton truc, quoi, mais sans rentrer forcément dans le technique, tu vois. Je sais pas si tu vois un peu la nuance entre partie formation et partie plus documentation dans l'équipe. Ouais, parce que j'imagine que vous devez aussi produire des choses pour que les utilisateurs finaux se saisissent bien de ce que vous avez mis en place, des process. Ça fait partie, normalement de toutes les étapes d'un projet chez les Bisops. Moi, tu me corrigeras, mais quand on m'a fait expliquer un peu l'essence du métier au début, c'est d'abord tu vas un petit peu aller chercher les besoins. Donc c'est là où tu vas faire un premier process où tu vas un peu dessiner le flow actuel. Ensuite, tu vas travailler avec les utilisateurs pour que eux ils te guident vers le flow idéal selon eux. Tu le dessines, tu te mets d'accord. Ensuite, tu vas lancer les développements, tester, implémenter. Et effectivement, la phase finale, c'est la formation, quoi. Formation des utilisateurs. Et donc là, il y a de la formation en live où tu vas faire les démos en vrai, accompagner, etc. Il y a la formation où tu vas créer des supports, quoi, justement pour documenter tout ça. Et c'est ce qui va te servir. Là, ça bouge beaucoup, on a beaucoup de monde qui arrive et tout. Donc à chaque fois que tu as de nouveaux utilisateurs, on s'est forcé à faire un business referential où on avait mis tous les process, quoi. Comment utiliser chaque outil, faire chaque étape dans le flow. Mais effectivement, on se remet toujours en question, on se dit toujours qu'on pourrait améliorer, et comme je te dis, on se cherche encore. Je pense qu'on n'a pas encore trouvé la manière parfaite pour que ce soit efficace pour nous et que ce soit pas trop long pour nous et trop gourmand en temps, et en même temps pour que ce soit hyper pratique pour les utilisateurs. On est preneur. Bien sûr, ouais. C'est le genre de choses, à mon avis, où il faut itérer longuement, et je sais même pas si on trouve jamais le truc parfait, mais en tout cas, c'est toujours un peu de mieux en mieux, quoi. Juste, tu disais ça bouge beaucoup et vous avez des nouvelles personnes qui arrivent. J'ai oublié de vous demander au début, mais juste pour avoir justement un peu une idée de la taille de la société, combien il y a de salariés au total? Enfin, à peu près, je veux dire. Et puis, et vous, combien vous êtes à peu près? Pour avoir un peu cette proportion aussi. Dans la boîte, là, on est une grosse centaine maintenant. Nous, dans l'équipe, on est 8, si je me trompe pas, en prenant l'équipe large. Donc là, j'inclus l'équipe de data, qui est pas officiellement partie des Bisops, mais avec qui on bosse de très proche. Et en incluant la logistique, qui fait partie de notre équipe aussi, mais qui est moins dans l'implémentation de système, plus vraiment dans l'opérationnel. Ok. Et alors, est-ce que justement, on s'intéresse forcément un peu aux outils, c'est le sujet qui revient un peu toujours. Est-ce que vous pouvez me parler un peu plus, là vous avez évoqué déjà quelques outils, est-ce que vous pouvez me dire un peu, faire un petit panorama de tout ce que vous utilisez, et puis après on verra aussi un peu, voir peut-être d'autres exemples un peu de comment vous les utilisez. Tu veux y aller ou tu veux que j'enchaîne? Ouais, vas-y Alex, je t'en prie. Alors en amont, on a toute la partie acquisition, si on le prend dans l'ordre, on va dire dans l'ordre du flow d'un prospect puis client chez Tiller. La partie acquisition, on touche pas trop à leurs outils forcément, mais au début, on va être sur plutôt Segment qui va regrouper un peu tous nos événements et qui va les emmener chez Hull. Alors je sais pas si tu connais Hull. C'est une plateforme vraiment sympa qui permet de faire de la synchro de données entre plateformes de manière intelligente, si je peux dire, où tu as un système un peu de mapping de champs. Par exemple, si tu connectes ton utilisateur sur Freshdesk et sur Salesforce, tu vas dire que le champ Freshdesk email, tu veux qu'il se balance dans Salesforce et qu'il l'update que s'il est nul, ou alors qu'il l'override tout le temps. Enfin, bref, c'est quelque chose qui permet de faire de la synchronisation. Donc on utilise ça. Donc une fois qu'ils sont dans Hull, nos utilisateurs, ils vont se retrouver sur Salesforce, le CRM. En parallèle, on va les envoyer sur Customer.io, donc qui est l'outil qu'on utilise pour faire tous nos emails, soit au niveau de l'acquisition, soit au niveau du marketing, donc pour faire des
des newsletters, pardon, et surtout pour la partie email transactionnelle. Donc, par exemple, votre devis signé, votre colis a été expédié, enfin voilà, des trucs assez classiques. Donc segment, ensuite Customer IO et puis Salesforce. Ensuite pour la partie saisie de données, on t'a dit tout à l'heure, on utilise beaucoup Typeform. Ensuite pour la connexion entre outils, donc sans parler de synchronisation, mais là vraiment connexion tout simplement, en no-code on utilise à fond Integromat, vraiment pour beaucoup de choses. Ouais. Petit Ensuite, aparté, juste pourquoi pas Zapier par exemple? Le long débat, parce que ça a été introduit par notre CEO Integromat quand il est arrivé. Moi je connaissais déjà Zapier, j'utilisais très peu. Je me suis mis à fond dans Integromat, j'ai adoré, et parce que je sais pas, il y a eu un super podcast il y a pas longtemps sur Zapier versus Integromat, mais il y a plein d'utilisations, il y a plein de raisons pour utiliser plutôt l'un que l'autre, sans dire que l'un est mieux que l'autre, mais Integromat va permettre de faire des choses plus poussées, plus complexes, d'avoir une meilleure gestion des erreurs, et de monter des scénarios vraiment poussés, quand Zapier va permettre d'être très rapide pour faire des opérations simples. Mais nous, on n'a pas besoin de ça pour le moment, en tout cas chez les BizOps. On va essayer de faire vraiment on va essayer de retravailler à chaque fois notre donnée entre les applications, de mettre un peu d'intelligence, et à partir de ce moment-là, c'est bien mieux de se baser sur Integromat. Et puis j'adore vraiment le côté visuel du flow, tu sais, en mode tous les petits connecteurs. On a vraiment un flow assez linéaire, et c'est très clair, je trouve, pour réaliser des automatisations. Donc voilà, on utilise Integromat. Ensuite, on utilise aussi Stripe pour toute la partie paiement, et Freshdesk pour la partie support. Et après, côté data, on a Snowflake et Fivetran, et Stitch d'ailleurs aussi. Mais là, je pourrais moins faire le malin là-dessus, parce que non, mais après c'est chouette déjà d'avoir un peu un aperçu un peu global. Je crois que j'ai rien oublié. Aircall aussi pour la partie pour toute la partie phoning de nos leads, de nos SDR et LDR qui appellent les prospects, et pour toute la partie customer care et CSM. Et du coup, j'imagine qu'il y a des intégrations entre Aircall, Salesforce, Alors celle-ci est native. Ouais. Donc on passe pas par des outils intermédiaires, mais pour les autres, souvent on passe soit par Hull, soit par Integromat quand c'est pas pour de la synchro, mais plus pour le déclenchement d'événements ou de choses comme ça, quoi. Et si Alex, je pense que tu as oublié 2 points importants. Donc on a aussi notre back office interne de notre produit Tiller que nos clients utilisent, et il y a la partie UPS aussi qui est assez importante. On a connecté du coup à notre transporteur en partie en code et une partie en no-code pour envoyer automatiquement les demandes nous on envoie une partie de hardware à nos clients, donc pour gérer toute la logistique, que ce soit donc du coup le packaging, les transports, etc. Ouais, carrément. Et le back office du coup il a été développé, j'imagine, ou c'est un... Ouais, le back office a été développé de base, c'est tout Tiller. Complètement, ouais. Ouais. Donc là, on essaye de le connecter d'ailleurs, pardon. C'est le truc un peu, on y vient maintenant, on essaye de faire de plus en plus d'échanges entre notre back office côté client et notre CRM. Et donc là, on est amené à beaucoup plus échanger, donc ça devient très intéressant, quoi. Parce qu'on bosse un peu avec les devs ce sujet-là. Et combien vous avez de devs au total? Enfin... alors, je saurais pas te dire exactement aujourd'hui, je crois qu'ils sont entre 15 et 20 dans l'équipe, mais en comptant dev, DevOps, etc. Je crois que c'est ça, une petite vingtaine, il me semble. Ok. Non, mais je trouve ça intéressant, tu vois, un peu les proportions, tu vois, de réaliser. Finalement, tu vois, je trouve que vous êtes aussi assez nombreux en comparaison. Tu vois, il y a pas beaucoup plus de devs que il y a de gens qui s'occupent des ops. Enfin, en tout cas, des BizOps. Ouais, si quand même, parce que t'as une vingtaine de devs. Nous, donc je te disais, c'est en prenant les 3 équipes qu'on est 8. Ouais, j'ai 8 au sens large. Ouais. En BizOps, on va avoir 3 BPO qui sont en charge des process, donc comme Alex, un dev, et voilà. Et moi, je suis à on en parlait justement en interne avec
notre VP Product, c'est marrant, la proportion, elle est complètement inversée, justement. Chez les BizOps, on est donc 3 BPO, qui pourront plus se rapprocher, on va dire, de Product Owner. 3 BPO pour un dev, et eux, ils sont, un Product Owner pour, 4-5 devs, quoi. Donc D'accord, ouais. justement, c'est l'inverse, tu vois. La côté proportion. Ouais, mais c'est là où on voit justement l'efficacité, entre guillemets, enfin, des outils. Ouais. Tu peux utiliser des outils et que t'as pas à tout faire développer, tu vas implémenter des choses beaucoup plus efficacement, quoi. J'ai envie de dire. Après, tout n'est pas possible, évidemment, mais. Ouais, c'est aussi pour ça qu'on a encore un dev dans l'équipe, hein, parce qu'il y a des choses qu'on peut pas faire en no-code ou qu'on ne veut pas. Et du coup, c'est pour ça c'est super pratique pour nous d'avoir toute une partie qu'on peut gérer en no-code sur laquelle on est ultra indépendant et flexible, et de pouvoir avoir quelqu'un aussi à dispo qui est à 100% dans l'équipe pour bosser sur les projets complémentaires. Et comment ça se passe la collaboration? Est-ce que lui il est sceptique par rapport aux outils no-code? Enfin, je suppose que si Absolument avec pas. vos quotidiens, c'est un développeur pragmatique, il est pas inquiet de toutes ces choses-là. Non, carrément. Au contraire, il kiffe bien. Enfin, il reconnaît des fois quand même la puissance. Et ouais, non, ça se passe. Il y a pas de sujet là-dessus. On a la chance de bosser avec un dev hyper ouvert et hyper et comment dire hyper avenant, ouais, sur tous ces sujets. Bon, on peut le faire en no code. Allez-y, ce sera plus rapide que moi. Hein, en fait, il nous l'a dit plein de fois en voyant des trucs, en comparant des flows. Il me dit non, mais en fait, je lui montre qu'est-ce que t'en penses, machin. Il me dit bon, non, mais ouais, mais c'est bon, ça tourne ton truc. Allez-y, ce sera plus rapide que si je le fais maison. Donc pourquoi s'en priver, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Non, mais en réalité, tu vois, je pose toujours cette question, mais en réalité, il y a pas tant de devs que ça, en fait, on en voit un peu sur les réseaux sociaux, tu vois, qui trollent un peu avec le no-code et tout, mais en réalité, je pense que la plupart des devs comprennent bien l'intérêt et sont même soulagés, tu vois, je pense de pas avoir à faire plein de trucs qu'ils devaient faire avant, qui étaient chiants, qui les intéressaient pas et qui peuvent se concentrer sur là où il y a de la valeur ajoutée. Exactement. Si on a tous les mêmes problématiques, enfin, je veux dire, voilà, au bout d'un moment, ça a rien de redévelopper un truc qui a été fait dans 50 boîtes à côté. Autant se concentrer sur ton produit ou sur quelque chose de vraiment ultra spécifique à toi, à ta problématique, quoi. Ouais, non, c'est clair. Ok, écoutez, tout ça est hyper intéressant. Je regarde un peu mes questions. Est-ce que justement on peut peut-être un peu votre feuille de route, voir là par rapport un peu à tout ce que vous avez expliqué sur ce que vous faites, justement quels sont les prochains sujets que vous allez aborder, enfin est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous voulez vous mettre, peut-être des nouveaux outils qui pourraient vous permettre d'améliorer certaines choses? Il y a toujours à apprendre sur les nouveaux outils. Moi, je pense que c'est important qu'on continue à se former sur pas mal de choses. Aujourd'hui, nous, comme tu disais, on se rapproche pas mal de la data, donc c'est aussi utiliser les outils qu'eux mettent en place et être un peu plus poussé sur toute cette partie SQL et analyse de données. Après, dans notre feuille de route plus BizOps, nous, comme on disait, il y a un des gros focus là, c'est de se rapprocher de notre produit pour pouvoir croiser les informations entre ce qu'on a en interne et ce que nos clients peuvent nous fournir pour être encore meilleur dans ce qu'on leur fournit. Alex, toi, tu penses à d'autres softwares ou à d'autres points comme ça? Non, je pense que tu as fait le tour là dans les prochains mois, on va dire. Mais la partie data, ouais, est très intéressante parce que on en reparlait, c'était d'essayer de s'améliorer là-dessus et de prendre des décisions plus basées justement sur la data. Aujourd'hui, on n'arrive pas trop à se dégager du temps en tant que BizOps pour aller un peu analyser les utilisations en interne ou même justement des moments de certains points sur les clients où ça va aller plutôt bien ou plutôt moins bien, à quel moment dans le flow, tu vois. Et donc ouais, comme l'a dit Matt, faut qu'on s'améliore là-dessus, bosser plus avec notre équipe data et je pense que c'est ce qui manque chez nous. J'ai l'impression qu'il y a pas mal d'autres BizOps qui font plus de data que ça. Enfin, de ce que je vois un peu sur les réseaux. Donc c'est vraiment un point qu'on veut améliorer, nous. Et ça serait quoi, par exemple, un peu des choses, enfin très concrètement, enfin tu disais sur la prise de décision, mais je sais pas si on par exemple un exemple. Ouais, par exemple travailler sur des dashboards sur à quel moment je vais avoir un client qui va plus potentiellement churner que je sais pas si c'est tu vois, pas vraiment tout bête, mais je sais pas, étudier le statut dans lequel il était au moment où on a eu le plus de churn. Il y a pas que
la boîte de manière générale qui doit prendre une décision. Il y a aussi le BizOps qui va pouvoir être force de proposition et dire ok, alors effectivement là on a tel flow qui tourne, ça met, c'est vraiment un exemple comme ça, mais ça met 8 jours à se passer. Peut-être qu'il y a un sujet là-dessus, on peut peut-être essayer d'améliorer notre délai à ce niveau-là. Enfin, c'est vraiment ce genre de problématique. Je sais pas si c'était un exemple un peu plus pertinent que ça, Matt a proposé, mais je sais pas l'exemple concret, mais effectivement, c'est ce que tu dis. Aujourd'hui, nous, on a été Tier, c'est une boîte qui va vite, qui va très très vite sur plein de choses, sur la mise en place de plein de process, sur des nouveaux marchés, etc. Et du coup, on est toujours dans l'urgence. Et en fait, depuis 1 an et demi, là, on a construit, la personne en charge de la data chez nous a construit un système qui est vachement bien, qui est très propre. Elle a pu tout connecter. Et aujourd'hui, on a donc un outil qui s'appelle Chartio, sur lequel on a pas mal de dashboards qui sont disponibles et qui servent beaucoup les managers pour le suivi de leur performance, mais que nous, en tant que BizOps, on n'a pas encore utilisé à fond pour pouvoir faire la détection d'optimisation de process. Donc ça, c'est vraiment un axe qu'on a envie de se donner sur les prochains mois, de devenir plus force de proposition là-dessus, parce qu'on pense qu'on a une vue qui est assez précise de tout ce qui se passe. Aujourd'hui, on a toujours fait des propositions par rapport à ce qu'on voyait, par rapport à ce que les autres personnes des autres équipes nous proposaient. Mais donc là, on a envie aussi d'avoir un côté plus analytique. Plus proactif, quoi, aussi. Voilà. Ok. Non, mais c'est intéressant parce que ça me fait penser à un truc, c'est pas exactement, mais quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser à tout ce qui est DevOps, etc., j'étais à une conférence et il disait, tu vois, par exemple, un moyen de détecter que tu as un problème sur tes serveurs, c'est que tu n'as plus de CA, par exemple. Tu vois, si tu fais c'était une plateforme de e-commerce, et donc, tu vois, en fait, tu as plein d'indicateurs que tu peux suivre et qui peuvent te donner des indications sur l'état par exemple, de tes serveurs, tu vois, et de corréler ces choses-là. Déjà, ça peut te permettre aussi de comprendre les incidents, mais enfin, tu vois, de voir comment tu peux. Là, c'était un truc de live. Des fois, tu te rends pas compte que tu as un problème, tu vois, que tu as un des serveurs, je sais pas, non, c'est clair. Un des deux dans le cluster, un truc qui s'est arrêté. Enfin, et je trouvais ça assez intéressant, tu vois, c'est un truc auquel j'aurais pas pensé, parce que je me suis dit, bon, ouais, forcément, tu vois, le truc très technique, t'as des sondes qui monitorent tous les serveurs, etc. Mais s'il y a une différence à ce niveau-là, tu t'en rends pas compte. Alors qu'en fait, si tu regardes aussi, par exemple, le CA que tu fais, alors ça marche que pour les boîtes qui sont tout le temps en train de vendre, hein, évidemment, mais tu vois, je sais pas, il y a des choses comme ça. Non, mais clairement. Bon, on a un exemple comme ça en interne, justement, qui a été mis en place par notre data, c'était truc tout bête, c'est alors elle va peut-être me disputer si je dis des bêtises, mais il me semble que c'est un truc du style. On le dira pas. De toute façon, elle nous écoutera pas. Donc. C'est tu monitores le nombre d'invoices de la veille versus le nombre d'invoices de ta base de données aujourd'hui. Et si t'en as pas plus, c'est qu'il y a un problème, quoi. Tu vois, des trucs tout bêtes pareil. Ouais, non, mais c'est passionnant, quoi. Je trouve tu vois, de se poser ces questions-là ça permet en fait, d'envisager prendre un autre point de vue, tu vois, sur ce qui se passe, quoi, sur vraiment les opérations qui sont en train de se faire dans ton système, et de les voir sous un autre angle, ça peut que te donner des bonnes informations, quoi. Oui, carrément. Alors, écoutez, je serais juste curieux de savoir un peu sur un plan un peu plus personnel, peut-être chacun d'entre vous, si vous faites des choses à côté. Enfin, j'ai une question pour clore après le podcast. Chacun d'entre vous, mais est-ce que vous utilisez d'autres outils no-code, vous? Déjà à titre personnel, un peu, si vous avez des préférences, des outils un peu que vous aimez bien, mais que vous n'avez pas l'occasion forcément d'utiliser chez Tiller. Moi, de mon côté, pas vraiment, mais Alex, à toi l'honneur. Moi, je commence, Tu nous as dit que t'étais très porté là-dessus. On attend des choses. Oh non, il n'y a pas de... Déjà, je mets un boulot, donc ça va. Non, mais ça, c'est déjà chouette. Ouais, carrément. C'est pas le cas de tout le monde, hein, malheureusement. Ouais, c'est clair. Non, si pour le coup, là, je découvre un peu un nouveau monde. Ouais, effectivement, côté perso, je fais un petit projet à côté, et donc je découvre Bubble. Okay. Donc vraiment très puissant. Donc là, je débute grave, mais j'aime beaucoup. Et donc ça va m'occuper bien les 2-3 prochains. Est-ce que tu vois, par exemple, c'est un outil que vous pourriez utiliser chez Tiller? Non, je pense pas. Non, mais ça c'est intéressant, tu vois. Mais est-ce que parce qu'il y aurait pas d'usage, et parce que ouais, ça serait pas assez performant? Non, je vais pas dire pas assez performant. Alors déjà, je connais pas encore assez bien pour parler des performances de Bubble, mais parce que pas d'usage à première vue, et surtout parce que les compétences qu'on a en interne
si on voulait faire quelque chose, enfin, si vous voulez refaire un site en parallèle ou quoi, les compétences qu'on a en interne en termes de dev, là c'est un exemple. Enfin, c'est pas du truc sur mesure. C'est pas du truc sur mesure. C'est du déjà vu. Donc je pourrais dire bon, on passe par du no-code. Mais je trouve que ça s'intégrerait moins bien dans l'architecture actuelle. Je saurais pas trop je trouverais ça pas vraiment adapté de utiliser, et là j'arriverais même pas à avoir d'usage à moyen terme d'un nouveau site comme ça. Enfin, on a des WordPress qui tournent pour des trucs, c'est pas non plus sorcier, tu vois. Si c'était peut-être plus quelque chose d'interne, à mon avis, tu vois, si ouais. on regarde pas une appli publique cliente, enfin, mais tu vois, un truc plus enfin bon, vous allez déjà d'avoir une stack bien établie, tu vois, mais je sais pas, c'est le seul effectivement. Mais je te pose la question, c'est comme ça, hein, c'est plus ton feeling un peu. Peut-être que tu vois, si je pose la question dans un an, tu connaîtras mieux l'outil et puis tu vois, tu verras plus des choses. En fait. Non. Ouais, non, j'aurais pas. C'est un peu tard pour ça, tu vois. Ouais. Mais non, c'est intéressant. Non, mais tu vois, peut-être je verrais plus un outil interne, tu vois, peut-être un outil de, je sais pas, qui pourrait s'appliquer à la vie. Utiliser pour si on a d'un métier, problématique custom pour. Effectivement. Après, voilà, comme je te dis, je pense que j'ai pas encore assez de recul sur l'outil pour arriver à me projeter. Et c'est aussi quelque chose qui est intéressant là avec tous les outils qu'on utilise, c'est qu'on commence à avoir vraiment un recul assez sympa qui permet de penser quand tu as une problématique. Bon, déjà en tête, tu as déjà les 2-3 outils qui vont te permettre de régler la problématique, tu vois. Là aujourd'hui sur Bubble, je pense que j'ai pas assez de recul pour arriver à penser à tous les petits cas. Puis je pense qu'au-delà des questions de performance, etc., vous devez quand même aussi avoir un certain souci de la sécurité. Enfin, je sais pas, on en a pas vraiment parlé, mais ça doit quand même être un sujet. Enfin, en plus, quand même autour des paiements, ces choses-là. Je suppose que même vos clients finaux, enfin, commerçants, etc., doivent être un peu soucieux de ça. Je sais pas si par rapport à ça, vous avez un peu, il y a des réserves un peu par rapport aux outils no-code. Ou alors vous, comme vous êtes vraiment un peu plus tourné vers l'interne, vous avez moins ce souci-là. Si, c'est quand même une question qu'on se pose. Nous, c'est plus par rapport au paiement de nos clients que l'utilisation de nos clients finaux par rapport aux produits. Ça, comme on disait, c'est une autre équipe. On s'occupe pas trop de ça de nous. Mais c'est vrai que quand on a décidé de faire l'intégration avec Stripe, là, on a préféré le faire en interne, prendre le temps, e-dev, avoir un truc qui soit très solide et sécurisé, parce qu'on arrivait sur des points touchy. Après, quand on parle de pusher juste un petit peu de data sur un objet sur Salesforce, s'il y a des erreurs ou s'il y a un truc qui soit pas ultra reliable, c'est pas super grave. Mais quand on parle de paiement, etc., là, ouais, on fait plus gaffe. Et alors, d'ailleurs, ça me fait penser à une question que j'aurais pu vous poser plus tôt, mais est-ce que vous avez je suppose qu'il y a un CTO. Ce sera un peu, est-ce que, par exemple, vous devez faire valider, enfin, je sais comment ça se passe, parce que maintenant, dans les startups, c'est moins organisé comme dans des PME, tu vois, avec un DSI qui doit valider tout ce qui est informatique. Comment ça se passe dans votre cas, vous, par exemple, je sais pas, au moment, si vous décidiez demain d'utiliser, je sais pas, Airtable, par exemple, a priori, là, vous l'aviez pas mentionné. Est-ce que vous devriez faire valider ça à ce CTO? Est-ce que le CEO peut prendre aussi cette décision? Tu vois, parce que nous, c'est une des vraiment les réserves qu'on a quand on parle de no code en PME et en grand compte. Tout de suite, la DSI qui dit non, mais c'est quoi, nous, ces outils américains, tout ça, on n'en veut pas, RGPD, machin, tout. En plus, bon, tu vois, des fois, c'est un peu des excuses plus ou moins rationnelles, mais. Ouais, alors nous, on dépend du COO et c'est plutôt lui qui va prendre la décision sur cette partie-là que le CTO. Après, la validation, ça va plus être au niveau du COMEX et d'un point de vue financier aussi. Donc c'est plutôt avec la CFO qu'on va avoir la discussion qu'avec le CTO. D'accord. Sinon, on aura encore plus d'outils. Nous, on aime bien dépenser. Elle un peu moins. C'est étrange. J'imagine. D'accord, là, c'est intéressant. Ils l'apprendront ensemble. Enfin, ouais, c'est ça. A priori, ils en discuteront au COMEX. Mais vous avez pas des process hyper. Enfin, je vous pose la question, je me doute un peu que non, mais tu vois, enfin, je sais pas, tu vois, dans les grands comptes, dès que tu utilises un nouvel outil, il faut que tu fasses une demande, je sais pas, il y a un formulaire B412, truc, tu vois, une chaîne de. Non, j'imagine c'est plutôt une discussion, et peut-être effectivement c'est intéressant. C'est finalement le côté financier qui va être le plus important, quoi. Ouais. Après, si on fait toujours une proposition, on montre la plus-value que ça peut avoir de pourquoi on choisirait tel outil ou un autre. Voilà, on essaie de faire quand même un petit benchmark, avoir 2-3 idées et choisir ce qui est le plus adapté. Et donc, nous, on se fait plutôt challenger par notre CEO, par le COMEX et par effectivement la décision finale, ce sera pris entre eux, challengée par les CFO. Mais il va pas y avoir un procès, tu vois. Enfin, le but c'est d'aller vite, quoi, donc. Ouais, c'est ça. Donc, puis en plus tous ces outils, c'est aussi l'avantage énorme là du no-code, c'est que en fait tu peux déjà commencer à faire
ton POC bien en amont parce que tu vas avoir tous vont avoir des versions gratuites ou alors tu vas avoir des périodes d'essai. Enfin, donc tu vois, t'as pas besoin d'avancer des fonds. T'as pas besoin de valider déjà le paiement, etc. pour tu peux déjà tout déjà tester. faire ton test. Ouais. Voilà, donc ça c'est top. Ouais, non, ça c'est un bon point qu'on souligne pas toujours. Ouais. Pour pouvoir argumenter, c'est quand même hyper pratique. Ouais, c'est pas le même coût que un salaire d'un mois de dev qui a qui a créé un truc, quoi. C'est clair. Ok, bah écoutez, merci pour tout ça. Franchement, je pense que ça nous a permis de bien découvrir votre métier et tous ces usages. Du coup, ouais, bah comme je disais, on finit un peu toujours le podcast avec la même question. Est-ce que si vous aviez, hein, c'est pas du tout obligé d'en avoir, mais un projet, un petit side project, on aime bien les side projects chez Contournement. Si vous aviez un side project à faire en no-code, avec des outils no-code, on va dire, qu'est-ce que ça serait? Est-ce que vous avez des idées? Peut-être Alex en premier, parce que tu disais que toi tu travailles sur quelque chose peut-être avec Bubble, ou c'est juste pour... Ouais, alors pour le coup, ou t'as pas envie d'en parler peut-être. Non, je suis pas dans cet esprit-là, moi. Le projet pour lequel je travaille avec Bubble, c'est pas un projet pour moi, donc là je vais moins m'attarder dessus, c'est pas moi qui choisis. Par contre j'ai eu des idées justement avec Bubble, peut-être quelque chose, mais vraiment plus tard, hein, vraiment, comme tu dis, en side project, un petit truc. Je pensais à un outil de gestion un petit peu d'utilisateurs internes. Tu vois, par exemple, pour un peu simplifier la vie des RH, quand t'as des arrivées, des départs, faire une espèce de système de, je sais pas, de to-do, tu vois, dès qu'il y a un arrivant avec pour l'onboarding, peut-être un lien sur, alors même pas forcément sur l'onboarding, moi je parle vraiment de trucs purement bête et méchant de trucs relous de BizOps que tu dois faire, c'est et qui saoule aussi les RH, c'est bon bah il y a un nouveau mec qui vient, il faut lui créer son compte Salesforce, son compte Aircall, son compte machin. Il y a quelqu'un qui part, il faut penser à supprimer son compte truc, son compte machin, blablabla, tu vois. Tout ça, et essayer de faire une espèce de petit tableau par avec utilisateur, équipe et puis personne en charge, tu vois. Et même en V2 se dire que je pourrais faire des choses avec les API et dire bon bah lui il arrive, bon bah je sais que l'API de 8 outils sur les 10 qu'utilise la boîte me permettent de créer l'utilisateur, bah je le fais, quoi. Ouais. Penser à un petit truc à côté, on verra. Ouais, non, mais c'est un bon usage, à mon avis, qui permet de gagner du temps. Et toi, Mathieu, t'as une idée? Non, moi, je suis pas forcément d'idée en ce moment là-dessus. Pas vraiment de cette project. Focus sur Tiller. Ouais, bon, c'est déjà pas mal. Ça vous occupe pas mal. C'est clair. Ah bah, dis que je fous rien, vas-y. Justement, je voulais t'en parler, Alex. Bon, bah super, merci pour tout ça. Où est-ce qu'on peut vous suivre? Est-ce que vous documentez d'ailleurs publiquement un peu des choses que vous faites? Maintenant, il y a des boîtes qui ont des blogs, des choses comme ça. Enfin, tu as des équipes d'ops, je sais pas. Enfin, ou sinon c'est plus à titre perso. Non. Ouais, vas-y, Alex, pardon. Non, moi, non. Pro ou perso, pas spécialement. On n'est pas trop. Bah, tu vois, là, t'es tombé sur nous un peu par hasard. C'est pas nous qui t'avons. Exactement. C'est vrai. On nous a envoyé le. Donc non, on n'est pas trop. Enfin, je peux pas parler pour nous deux, mais non, pas spécialement sur les réseaux, quoi. En tout cas. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, au niveau de la boîte, on publie pas grand-chose au niveau de l'Ops. Après, on est sur les Slack NoCode, Slack BizOps. On peut être contacté par là. Je sais qu'on a des discussions de temps en temps avec des personnes de notre boîte par rapport à tous ces sujets-là. Moi, d'un point de vue PSO, vous pouvez me contacter sur ces Slack ou sur LinkedIn directement, il n'y a pas de souci. Ok, super. Bah, je mettrai les liens et puis voilà. Et puis on verra si des gens ont des questions, si on continue la discussion sur le Slack de NoCode France, par exemple, ce serait cool. Plaisir. Et bah, super. Merci à vous deux. Merci à toi. Merci à toi. Et bonne journée. Salut. Bonne continuation. Salut. Ciao. Ah ouais, vous avez écouté jusqu'au bout. Merci beaucoup, ça fait plaisir. J'espère que ça vous a plu surtout. Alors si ça vous a intéressé, ce que je peux vous proposer, c'est de rejoindre le Slack de NoCode France et le channel podcast Contournement pour qu'on continue cette discussion. Vous me disiez ce que vous avez pensé de l'épisode et puis si vous avez des questions, pourquoi pas. Voilà, on peut continuer à discuter de tout ça. Et si ça vous a donné envie peut-être de maîtriser un petit peu plus ces outils NoCode, si c'est pas déjà le cas, hein, peut-être que vous êtes déjà un expert, eh bien, n'hésitez pas à aller voir notre site contournement.io. Vous verrez qu'on propose différentes formations pour que vous deveniez vous aussi
un expert ou au moins que vous puissiez maîtriser ces outils pour lancer vos propres projets. Voilà, je vous dis à très bientôt.